Bonjour, donc avec cette vidéo, je voudrais revenir sur les défaillances d'entreprise et plus précisément sur les défaillances d'entreprise en Bretagne. Donc je vous rappelle un peu la courbe des défaillances d'entreprise, hein. Aujourd'hui, on est le 6 octobre 2024. Je suis obligé de me baser sur les derniers chiffres que je peux avoir, donc c'est nécessairement ceux du mois d'août, vu que ceux du mois de septembre ne sont pas encore sortis. Et on peut vraiment le constater, hein, ici en regardant la courbe, c'est que en ce moment, en 2024, on est vraiment pratiquement en haut des sommets des crises précédentes, hein. Je veux dire, la crise de l'euro, la crise des subprimes, la crise des années 90, on est vraiment dans le dur. Non seulement on est dans le dur, mais en plus, il faut quand même remarquer une chose, c'est-à-dire que là, le sommet, vous voyez, pour la crise des subprimes, c'était décembre 2009. Or, si vous vous rappelez bien, Lehman Brothers s'est cassé la figure en septembre 2008. Donc, si vous regardez comme ça, voilà, septembre 2008, ça veut dire, voilà, on était à cet endroit-là. 53 000, 53 000 à peu près, hein, 53 000 faillites par mois. Et là, c'était vraiment là où c'était... tout le monde parlait de la fin du capitalisme, voilà. On allait retourner à manger des graines dans les champs, etc. Enfin bref, c'était terrible. Et le, les faillites d'entreprise n'étaient pas au maximum, c'est le moins qu'on puisse dire, hein. C'est après, vous voyez, de août 2008, septembre 2008, on va dire, jusqu'à... ça monte jusqu'à septembre, pendant un an. Pendant un an, on a eu une montée. Donc je sais pas si vous vous imaginez, là, en fait, on n'a pas eu de gros chocs pour l'instant. On n'a pas eu un Lehman Brothers, hein, pour l'instant. Et pourtant, le nombre de faillites augmente. Donc, le jour où vous allez avoir un accident sur l'économie, mais ça va être absolument terrible. On va terminer où? Vous voyez, c'est un peu vraiment le problème. J'entendais aussi, alors, les économistes, hein, les économistes, ils sont toujours soit adulés, soit décriés. Ça veut dire, les gens en pensent du bien ou du mal. Il n'y a pas vraiment de juste milieu. Chaque économiste a un peu ses groupies ou ses détracteurs. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie, etc. Moi, j'aime bien écouter tous les économistes. Personnellement, il n'y en a pas un seul que je refuse d'écouter. Je les écoute tous. Et puis après, bon, bah, je réfléchis quand même, hein. Vous voyez, c'est quand même un peu l'objectif du truc. Et donc aujourd'hui, j'ai vu sur une chaîne YouTube qui s'appelle Synapse, où il y avait Patrick Artus, donc qui est un économiste et qui a publié pas mal de choses avec Natexis, donc il a un avis nécessairement intéressant sur ce genre de questions, quoi qu'on en pense. Eh bien, il parlait en fait de l'inflation qui existait encore, c'est-à-dire de l'inflation encore, de l'inflation hors des variations saisonnières, hors les prix de l'énergie. Et il semblerait que cette inflation, en fait, elle n'est pas du tout calmée, contrairement à ce que dit la BCE, et que c'est une des raisons pour lesquelles la BCE ne va pas pouvoir baisser rapidement de manière si forte que ça ses taux d'intérêt. Et c'est aussi ce que je pensais. Bon, mais donc ça confirme un peu ma vision des choses. C'est qu'il n'y aura pas de baisse significative des taux d'intérêt, en fait, avant fin deuxième semestre 2025. Mais ça, c'est ce que la BCE a toujours dit, hein, finalement. C'est pas vraiment une surprise. Moi, je pense que les taux peuvent baisser beaucoup plus, mais à ce moment-là, avec un accident sur l'économie. Mais vous comprenez bien que s'il y a un accident sur l'économie, bah, c'est que ça va pas. Donc, quelque part, que ça soit d'un côté ou de l'autre, de toute manière, le résultat, c'est ça va mal se passer. Donc, voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire bah, pas de baisse des crédits. Donc, ça veut dire toujours pas d'investissement, moins d'achat d'immobilier, des volumes immobiliers qui sont toujours à la baisse, hein. C'est ça qu'il faut voir. C'est-à-dire que on regarde assez facilement le nombre de transactions et puis aussi le prix en euros, le volume des transactions en euros, hein. On essaye de qualifier globalement le marché en disant voilà, il y a tant de milliards qui ont été échangés. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est le prix
par mètre carré, c'est-à-dire qu'avec, en fait, ça correspond à quoi qui a changé de main. Vous voyez, combien de mètres carrés pour combien d'euros. Et là, vous vous apercevez que bah, les surfaces en fait qui changent de main, elles sont en diminution. La surface globale, hein. Si vous faisiez une addition de toutes les surfaces qui sont vendues, eh ben, ces surfaces-là, elles sont en décroissance constante. Et puis il y a le cas particulier de Paris aussi, moi qui m'a beaucoup surpris, hein. Personne n'en parle beaucoup, mais le cas de Paris, le cas de l'immobilier à Paris, je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement critique en fait, hein, parce que c'est pas nécessairement lié à la crise qu'on a actuellement, c'est préexistant. Dès la fin du Covid, dès la fin de la pandémie, en fait, on voit que Paris, ça commence à baisser hors ce problème-là qu'on a actuellement. Donc, si vous voulez, on peut considérer que Paris, c'est une refuge. Moi, je peux le considérer effectivement dans les quartiers très particuliers, dans des rues. Vous voyez, c'est un peu comme la rue de la Paix au Monopoly ou la rue des Champs-Élysées ou ce genre de trucs-là. C'est-à-dire que c'est vraiment des localisations très particulières dans Paris qui arriveront à sauvegarder les prix. Mais ailleurs, moi, ça me paraît vraiment très osé de le penser. Et avec des taux d'intérêt qui sont probablement pour une durée assez longue, en fait, supérieure peut-être à 3%, eh ben, c'est pas une situation qui va s'arranger. Mais ça, c'est l'entrée en matière sur la situation économique, parce que c'est normal de faire un update, parce que les faillites, en fait, elles dépendent de ça. C'est-à-dire que plus vous avez de crédit, eh bien, moins vous avez de faillites, et moins vous avez de crédit, moins la trésorerie des entreprises se remplit, et plus vous avez de faillites. C'est un des, si vous voulez, une des conséquences. Une autre conséquence, je ne vais pas m'étendre là-dessus dans cette vidéo parce que c'est pas le sujet, mais si vous voulez, il faut prendre conscience une chose au niveau politique, on va dire, et c'est même plutôt au niveau sociétal que politique en fait. On parle beaucoup depuis maintenant 5 ans, 10 ans à peu près de l'idéologie woke, hein, W-O-K-E, qui est pas l'instrument pour faire la cuisine mais asiatique, mais voilà, une idéologie un peu particulière. Il faut bien comprendre, cette idéologie-là, elle a été alimentée par la dette, en fait. Ça me paraît très très clair. En fait, vous avez tout un tas d'entreprises aux États-Unis qui ont fait la promotion de ce modèle de société. Ces sociétés-là, elles sont encore au zénith dans la cote au Nasdaq, etc. Mais si vous regardez dans le détail, en fait, ces sociétés-là, elles sont en train de licencier en masse. Vous avez des plans de licenciement en dizaines de milliers de personnes. Et donc, si vous voulez, petit à petit, ce modèle va reculer. Et il va reculer nécessairement aussi en France, parce que si vous voulez, je vais pas aller dans les détails, mais c'est la dette, en fait, qui pousse ce genre d'idéologie. C'est juste parce que les gens ont beaucoup d'argent qui tombent dans ce genre d'idéologie. Le jour où ils ont plus d'argent gratuit, enfin où l'argent est plus difficile à obtenir, bah à ce moment-là, on revient à des valeurs d'efficacité, de production et de choses qui permettent vraiment d'accroître la richesse, pas de la consommer. C'était une parenthèse. J'en discuterai par la suite. Donc, on voit par exemple, bon, là j'ai pris la vie ouvrière, hein, mais surtout ce qui m'a intéressé, c'est de prendre des informations sur le mois. Par exemple, 20 septembre, sur le mois de septembre, on est au mois d'octobre, donc c'est bien. Et ça me permet comme ça de faire un petit point. Donc la dernière fois, j'ai fait sur Nantes et Bordeaux. Bah, aujourd'hui, on monte vers le nord, on fait la Bretagne. Et qu'est-ce qu'on voit en Bretagne? Bah, commerce, la société Millet liquidée, 10 000 postes supprimés en 2 mois. 10 000 postes, hein, en 2 mois. 5 000 postes par mois. Donc je vous laisse quand même lire un peu tous ces articles, hein. Je vais pas c'est pas mon rôle de les éplucher pour vous, mais voilà, vous rendez compte un peu de l'étendue des dégâts, hein, sur une annonce, et ça c'est dans le secteur du commerce. Vous avez aussi dans le secteur de l'industrie, donc la faillite de la fonderie Vulcast à Messancy, 85 emplois menacés.
Donc là, on a une fonderie. Typiquement, l'industrie, hein, c'est ce que, soi-disant, il faut réindustrialiser la France, etc. Mais voilà, voilà la vraie réalité, quoi. Ceux qui disent on a réindustrialisé en France sont juste des menteurs. À chaque mois, on voit que le nombre d'entreprises industrielles qui fait faillite sont en croissance. On voit qu'il y a de plus en plus de chômeurs dans le domaine et que rien n'est fait pour les protéger. Voilà, c'est juste une plaisanterie de dire que on veut ramener l'industrie en France. C'est complètement faux et c'est un mensonge. On peut pas appeler ça autrement. On peut pas appeler ça autrement si vous voulez, parce que les gens qui racontent ça ils connaissent très bien les chiffres. Moi, je suis obligé d'aller les chercher à droite à gauche. C'est pas facile hein, sur différents sites net qui sont sur internet, qui sont des sites régionaux, des sites locaux, donc c'est pas facile. Mais finalement, on arrive quand même à retrouver l'information. Et l'information, bah voilà, une autre fonderie, reprise ou une arnaque de plus. Bon, je vais pas aller je vais pas aller fouiller là-dedans, mais bon, vous voyez, la fonderie, encore une fois, en Bretagne, on voit que ça va très mal, hein. Donc là, c'est la même Millet, oui, c'est ça, Millet. C'est ex-Adrexo, met la clé sous la porte, l'agence de Pélin compterait plusieurs dizaines de salariés, voilà. Donc, ensuite, les défaillances d'entreprises en hausse de 20% depuis le début 2024 dans le giron du tribunal de commerce de Brest, hein. Donc là, on est en Bretagne, hein, l'idée, c'est de faire la Bretagne avec cette vidéo. Ça date du 30 septembre 2024, donc vous voyez, c'est vraiment très récent. Les défaillances d'entreprises sont reparties à la hausse depuis le début de l'année, notamment dans le secteur de la construction. Et bon, ça, c'est pas très surprenant, hein, parce qu'avec la fermeture du crédit et de la restauration, et ça, c'est plus surprenant, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la construction qui est impactée, en fait. Vous avez la restauration, le commerce. Voilà. Le président du tribunal de commerce, voilà, nous en explique les raisons. Bon, elles sont pas difficiles à comprendre, les raisons. Je veux dire, il y a beaucoup moins de crédit, il y a beaucoup moins d'argent dans l'économie, donc les entreprises se cassent la figure les unes après les autres. Malheureusement, c'est comme ça. Après, il y a des raisons qui peuvent être indirectes, mais voilà l'idée, hein. On voit aussi donc un constructeur, le projet d'une vie qui s'écroule dans le Finistère, le désarroi des clients des maisons Kervran. Dans tout le Finistère, ce sont des centaines de clients qui se retrouvent sur le carreau après la liquidation du constructeur de maisons Kervran. 29 juillet. Donc voilà, c'est cet été. Ouais, non mais ça c'est terrible. Mais le problème dans une situation économique difficile, comme on est en ce moment, hein, et comme on est depuis 2 ans, je pense que les projets de faire construire sa propre maison, déjà en temps normal, franchement, c'est un problème, quoi. Je veux dire, depuis 30 ans ou 40 ans que j'entends des gens qui sont tout fiers de se faire construire leur maison, ils achètent un terrain, ils font mettre leur maison dessus, etc. Mais ils ont toujours des problèmes. Il y a jamais de construction qui se passe de manière tranquille, sans à un moment donné un gros problème. Donc, en cas de crise, c'est évident que c'est encore plus dangereux. Je veux dire, aller confier la construction de sa maison à un constructeur alors que l'économie est en train de se casser la figure, à un moment donné, il faut se poser la question de savoir si le constructeur, il peut vraiment prouver qu'il a les reins suffisamment solides. Je veux dire, quand vous faites du B2B, du business avec d'autres entreprises, la première chose que vous regardez quand vous cherchez un fournisseur, c'est est-ce qu'il a les reins solides? Est-ce qu'il est capable? Est-ce qu'il a de la trésorerie? Est-ce qu'il a un chiffre d'affaires qui correspond à son nombre d'employés? Est-ce que voilà, c'est à peu près les chiffres de sa comptabilité, de sa gestion? Alors, vous n'avez pas accès aux détails, évidemment, mais en gros, est-ce que c'est quelque chose qui tient la route ou vraiment ils sont en difficulté? Si c'est du service, ça peut aller, vous n'êtes pas obligé de chercher trop loin.
Mais quand il commence à y avoir des investissements de matériel en jeu, et c'est le cas de la construction d'une maison, à ce moment-là, c'est clair que peut-être il vaut mieux reporter un peu ces projets de construction à un moment où l'économie va mieux. Alors évidemment, vous allez peut-être avoir des devis pour beaucoup moins cher en période difficile. Ah, et oui, bien sûr, vous allez avoir un devis moins cher, mais après, il faut que l'entreprise délivre. C'est pas le tout d'avoir le devis moins cher, hein. Donc voilà, et un autre constructeur, hein, on a mis toutes nos économies sur ce chantier, clients et artisans sur le carreau après la faillite du constructeur Woods. Voilà, ça c'est aussi vraiment un problème, hein. Je veux dire, quand la situation économique devient difficile, euh, déjà en temps normal, les constructions se passent pas super bien. Mais alors quand c'est dans des périodes de crise économique, donner des avances, voilà, c'est vraiment très compliqué, quoi. Et je comprends que les constructeurs soient en difficulté, hein. Je veux dire, quelque part, c'est il faut qu'ils assurent un peu la gestion, c'est pas facile. Ils n'ont pas accès à suffisamment de crédit, peut-être. Ils n'ont pas assez de trésorerie, ça se voit dans les chiffres. Et malheureusement, c'est comme ça. Alors, je ne sais pas s'il y a des réglages à faire. Je ne suis pas dans le domaine de la construction, hein, donc je ne sais pas s'il y a des réglages à faire sur le type de contrat que ce genre de constructeur peut accepter. En fait, c'est peut-être aussi ça un peu le problème, c'est-à-dire que quand on est dans une période de crise, par exemple, on arrive en 2022, on voit tout d'un coup les coûts du crédit qui explosent à la hausse, hein, ça passe de 0 à 4% en l'espace d'un an. C'est évident qu'il va y avoir un problème. Donc à ce moment-là, peut-être il y a certains types de construction en fait qu'il faut tout simplement plus pouvoir accepter. Parce que à la limite, moi je comprends bien le fait que comment dire, un constructeur, c'est un chef d'entreprise, il veut toujours aller de l'avant, il veut toujours faire du business, il veut toujours faire des choses comme ça, mais à un moment, il faut que ça soit rentable. Et quand la situation devient trop difficile, et bien à ce moment-là, c'est le cash flow qui fait défaut, et malheureusement, ça se termine mal. Donc voilà, c'est assez emblématique finalement ce qui se passe en Bretagne de l'économie globale en France, hein. Malheureusement, c'est comme ça. Je pense que, si vous voulez, il y a deux problèmes en France. Bon, heureusement, il y en a un qui est, j'espère, terminé, c'est-à-dire que les jeunes et inexpérimentés Mozart socialistes de la finance, bon, il y en a encore qui sont au gouvernement, mais disons, le Premier ministre, c'est pas son cas. Il n'est pas jeune, heureusement. Il n'est pas inexpérimenté, heureusement. C'est pas un Mozart de la finance, heureusement. Il sort pas de l'ENA, heureusement. Enfin, voilà, il a beaucoup de qualités quand même. Et donc, bon, ils ont carrément mené le pays enfin, dans la catastrophe, quoi. Je veux dire, faut le redire maintenant. Je veux dire, faut le répéter. Quand on voit ces gens-là maintenant qui viennent donner des leçons sur ce qu'il faut faire ou pas faire en termes de budget, en termes d'impôts, en termes d'économie, ils essayent que de récupérer une chose. Ils essayent de se servir de la France dans la situation pourrie dans laquelle ils l'ont mis pour leurs ambitions, pour leurs très petites ambitions personnelles et qui ne les regardent qu'eux. Et on voit bien dans la critique qu'ils font du gouvernement, alors que finalement ils en font aussi partie, puis c'est eux qui en font le résultat en fait. En fait, c'est des gens, ils sont quand même prêts à couler la France pour soit arriver au pouvoir, soit faire en sorte par jalousie que les autres n'arrivent pas au pouvoir. Et ça, c'est particulièrement détestable. Et je pense que les Français le comprennent très bien. Je veux dire, à la limite, que des gens comme le NFP soient contre, ça peut se comprendre. Je veux dire, c'est des opposants politiques. Bon, voilà, il y a toujours eu des opposants politiques, ils ont toujours été contre. Quoi de surprenant? Je veux dire, voilà, ils font ce qu'ils peuvent aussi pour répondre, comment dire, aux vœux de leurs électeurs en tant qu'opposition. Donc, je veux dire, quelque part, c'est un peu normal.
Le RN, ils n'ont pas été aux affaires depuis longtemps, donc là non plus, on peut pas dire grand-chose. Mais les gens qui font partie de la majorité présidentielle, qui ont foutu le pays dans, je vais rester poli, mais ouais, vous comprenez ce que je veux dire, et qui maintenant viennent par derrière essayer de dire, vous savez, c'est un peu comme la mouche du coche dans la mouche du coche, si vous connaissez pas, c'est un petit petite histoire de la Fontaine, hein, de Jean de La Fontaine, oui, c'est ça. C'est la mouche du coche qui va un peu à droite à gauche pendant que les gens sont en train de pousser le chariot qui monte vers le sommet de la colline et qui, une fois arrivé au sommet de la colline, crache sur tout le monde et dit que c'est grâce à elle que le chariot est arrivé en haut. Ouais, c'est un peu le même genre de comportement. Bon, évidemment, ces gens-là, ils ont été choisis par ceux qui ont mis la France dans cette situation-là, ont déchiré la France aussi, hein, je veux dire, faire en sorte que les gens se détestent maintenant, faire en sorte pour qu'il y ait une partie de la France qui est comment dire, enfin, c'est assez clair quand on voit un peu les comportements des gens, disons, qui ont de l'argent et le comportement des gens qui en ont moins, on va dire, on voit bien qu'il y a clairement une haine qui s'est développée dans le pays, et je veux dire, à qui la faute? C'est quand même bien à ceux qui sont là depuis 12 ans au pouvoir. On peut remonter à 50 ans, mais je suis désolé, il y a ne serait-ce que, il y a ne serait-ce que 15 ans, il n'y avait pas une telle haine dans le pays comme il y a actuellement. Donc, quelque part, il faut retrouver un peu de sérénité. Il faut surtout pas écouter ces gens-là dont comment dire, la seule raison de vivre maintenant, eh bien, c'est d'essayer à tout prix de garder les petites miettes du pouvoir qui leur reste encore. Mais je suis persuadé que si, faut espérer que la politique du Premier ministre se passe correctement. Faut espérer que malgré tout, il arrive un peu à sortir le pays du problème de la dette et que ça se passe pas trop mal. Et à ce moment-là, les autres voilà, disparaîtront comme la fumée emportée par le vent, quoi. Et, euh, et surtout, il faut espérer que les électeurs, à cette occasion-là, en fait, c'est surtout ça le problème. Parce que le problème, c'est quand même les électeurs, quelque part. Je veux dire, euh, on pouvait peut-être se plaindre en 2017, en 2017, mais encore, je veux dire, il y avait quand même eu 2012 quelque part. Je suis désolé, hein, mais je veux dire, quelque part, les mêmes sont réélus depuis 2012 en fait. C'est la même clique en fait, c'est les mêmes gens. Je veux dire, entre les sans-dents, les gens qui ne sont rien, etc. Tout ça, ça résonne pareil. Hein. C'est pareil au même. Hein. Donc le truc, c'est que j'espère que bon, ça apportera la réussite éventuellement économique apportera un peu de mieux, disons, dans les relations dans le pays. Mais je pense que Barnier l'a compris. En fait, c'est un des sujets de son discours, mais il a compris. Il a compris et je pense que ça, c'est vraiment, enfin, c'était aussi mon analyse, c'est-à-dire que on remet pas. En fait, en ce moment, on parle beaucoup d'impôts, on parle beaucoup de dettes, on parle beaucoup de la France va y faire faillite, mais c'est du n'importe quoi. La France, elle fera pas faillite pour l'instant. Je veux dire, avant que la France en arrive à l'état de la Grèce, il va falloir des années. Il y a un patrimoine monstrueux des privés et de l'État en France qui fait que de toute façon, la dette externe, elle est couverte encore pendant des années, quel que soit ce qui se passe. Donc, je veux dire, l'histoire de dire la France est en faillite, c'est ridicule, ça n'a pas de sens. Il y a une trajectoire qui est pas bonne, ça c'est vrai. Hein. Mais je pense que j'ai fait cette analyse et je pense que bah, visiblement le Premier ministre aussi. La formulation est peut-être pas très modeste, hein, je suis désolé, mais voilà. C'est que le problème de la France, déjà, qu'il faut régler avant de faire n'importe quoi, c'est il faut arriver quand même à réconcilier les gens entre eux. Ça, c'est vraiment le premier truc. Sans ça, sans une réconciliation des Français ensemble, sans comment dire, sans qu'il y ait un retour du respect
à l'autorité, et puis je veux dire, c'est un respect positif, hein, c'est pas un respect à base de LBD comme avait réussi j'allais dire le précédent, mais non, finalement il est encore là, donc non, non, effectivement. C'est pas la négociation LBD, je veux dire, il faut vraiment qu'il y ait un respect de l'autorité, un respect positif de l'autorité. Ça existait avant, il n'y a pas de raison que ça revienne pas. Le problème, c'est qu'il y a eu des dirigeants qui sont arrivés au pouvoir par hasard depuis 12 ans. Ouais, depuis 12 ans. Il y a des gens qui sont arrivés au pouvoir par hasard, finalement, qui n'avaient rien à y faire. Et donc, il faut qu'il puisse y avoir un retour de la décence et de la dignité dans la politique, parce que la politique, c'est noble à partir du moment où ça correspond à quelque chose. Il n'y a pas de raison. Je veux dire, il y a besoin de politique. Mais il y a besoin de gens qui sont expérimentés. Il y a besoin de gens qui sortent pas tous de l'ENA, parce qu'on voit bien le résultat. Hein. Les grandes écoles, bah, on a 50 ans en fait de déficit hein, depuis 74. Ça a été commencé par l'accordéoniste. À l'époque, hein, justement, à l'époque, le jeune et inexpérimenté accordéoniste socialiste de la finance, mais oui, 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 socialiste de la finance, avec son pote Chirac, qui lui aussi était jeune et inexpérimenté à l'époque, comme quoi on les collectionne hein, finalement, et on aboutit au même résultat. Au même résultat, c'est-à-dire on aboutit à un déficit qui explose et à un nombre de chômeurs qui explose et une détestation dans le pays qui explose aussi, parce que, encore une fois, je veux dire, relisez les journaux de la période de 78 à 81, quand Mitterrand a été élu, les gens détestaient de plus en plus Giscard. On regarde comme ça l'histoire, voilà, ça s'est passé il y a, je sais pas, il y a 40 ans, etc. Donc on voit ça de loin. Mais relisez les journaux de l'époque. Relisez ce que disaient les gens, les conversations qu'il pouvait y avoir à propos de Giscard et de Barre à l'époque. Je veux dire, Barre, il est adulé par tous les économistes. Je dirais pas que c'est les meilleurs, pour être gentil avec eux, mais à l'époque, il avait fait des trucs qui étaient très impopulaires et il était détesté par la plupart des Français. Mais on va me dire c'est pas vrai. Mais si, c'est vrai. C'est pour ça que Mitterrand, qui avait pas beaucoup de chance de passer en 80, il est passé. Parce que finalement, Chirac, qui avait compris, qui détestait Giscard, parce que voilà, c'est un peu toujours les mêmes. Hein, je veux dire, les musiciens de la finance, ils sont très autocrates finalement. Donc ils arrivent à se faire détester par tout le monde, même leur entourage. Donc finalement, Chirac s'était retourné contre Giscard et ça avait permis de le faire battre par Mitterrand. Voilà, c'est comme ça que ça s'était passé. Reprenez les journaux de l'époque, hein, je veux dire. Giscard, il avait clairement, et c'est grâce à lui, pardon, Chirac, c'est grâce à lui que les socialistes étaient arrivés à l'époque et qu'on a le droit donc à cette fameuse, ces 15 ans ou 20 ans de socialisme glorieux en France, qui nous conduisent où nous sommes maintenant d'ailleurs. Ce cher Chirac, il y a tellement de gens qui l'adorent. C'est rafraîchissant quand même. Donc voilà, et donc bah, j'espère qu'on va revenir à des gens peut-être voilà, moins jeunes, plus expérimentés, qui ont un sens politique. Voilà, je pense que c'est le mot que je cherchais exactement. Le sens politique. Il faut des gens qui ont du sens politique. Et vous pouvez avoir du sens politique que si vous avez passé 60 ans, que si vous avez connu pas mal de monde, voilà, été sur le terrain, etc., etc. Donc, ce qui, la, une des, c'est pas une des qualités de Barnier, mais un des avantages qu'il a quelque part, c'est que justement, il vient d'un parti qui est très minoritaire et qui finalement qui représente pas beaucoup de risques en fait pour tout le monde. Et donc quelque part, ça lui donne les coudées beaucoup plus franches parce que, je veux dire, il sait très bien que du jour au lendemain, ça peut être terminé. Il peut y avoir une motion de censure. Les gens autour de Macron ou de Le Pen peuvent se dire bon, maintenant ça suffit, on arrête l'expérience, terminé. Seulement, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est un peu comme à la pêche et avec l'hameçon. C'est-à-dire qu'une fois que l'hameçon il a commencé à rentrer, ça devient ça devient de plus en plus difficile de s'en défaire. C'est-à-dire que
les Français, le sondage le montre, hein, finalement, considèrent que c'est plutôt une bonne chose qu'il soit là et considèrent qu'il fait plutôt des bonnes choses. Donc petit à petit, il arrive à gagner quand même une légitimité. Alors, c'est pas à lui faire une insulte que de dire qu'il a un certain âge, donc peut-être que ses concurrents pensent qu'il aura peut-être du mal, éventuellement, en 2027, à concourir pour le poste de président de la République. Moi, je pense qu'au contraire, ça peut être une excellente idée. Et donc, d'un autre côté, on peut considérer quand même qu'il est à la merci. Je veux dire, le LR, ça représente plus grand-chose, donc il est à la merci finalement de la majorité présidentielle et du Rassemblement national, puisque de toute façon la gauche veut pas participer là-dedans. Donc, mine de rien, ce vide quelque part lui donne énormément de force en fait, parce que comme il peut pas imposer de trucs finalement, les autres sont obligés quelque part de s'entendre s'ils veulent que ça marche. Et plus le temps va passer, moins les autres vont pouvoir s'en débarrasser parce que, mine de rien, comme tout le monde est obligé de s'entendre, quelque part, ils vont lui offrir la réussite de la, entre guillemets, négociation. Ils vont lui offrir la réussite de la négociation. Et donc, il va apparaître comme le grand vainqueur de cette période. Et je pense que, voilà, s'il n'y a pas trop d'erreurs qui sont faites, et bien à ce moment-là, c'est pour ça que je pense le coup des LBD, à mon avis, c'est quelque chose qui a beaucoup heurté les Français. Je veux dire, voilà, je pense que ce qui s'est passé en 2018, la plupart des Français l'acceptent pas en fait. Et donc ça peut être un bon geste envers la gauche, mine de rien, parce que c'est quand même normal. Je veux dire, l'idée c'est quand même de rassembler le pays, alors que les jeunes et inexpérimentés Mozart socialistes de la finance, eux, ce qu'ils voulaient, c'était absolument électriser le pays, monter les gens les uns contre les autres. Ils sont arrivés, hein, malheureusement. Et donc, c'est évidemment tout le contraire qu'il faut faire, c'est-à-dire diminuer la tension, faire un peu, rediscuter un peu les gens entre eux, calmer un peu le jeu et pouvoir prendre des décisions qui ne seront pas nécessairement des décisions faciles. Donc ça, voilà, et quelque part, je pense que c'est un pari qui a beaucoup de chances d'aboutir. C'est un peu ce qu'avait fait Talleyrand, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais au congrès de Vienne en 1815, je veux dire à l'époque, au congrès de Vienne, la France avait perdu, la guerre, hein, avait perdu la guerre, donc c'était Napoléon qui avait perdu la guerre contre contre l'Angleterre, contre la Prusse, l'Autriche, la Russie, etc. Et finalement, Talleyrand, en allant au congrès de Vienne en perdant, finalement, en représentant un pays ayant tout perdu, puisqu'il était à la merci quand même des armées ennemies, et la France aurait pu être dépecée à ce moment-là. Bah, finalement, il a réussi malgré tout à sauver le pays et à faire en sorte pour que ça se passe pas trop mal pour la France, alors qu'il avait rien. Mais parce qu'en fait, il s'est retrouvé avec quatre puissances, en gros, qui voulaient absolument prendre telle ou telle chose, qui avaient besoin de telle ou telle chose, et il a réussi à faire s'entendre tout le monde de telle manière que voilà, les autres, ils ont eu ce qu'ils voulaient, mais d'un autre côté, il a réussi à protéger l'essentiel. Et je trouve que Barnier se trouve un peu dans cette situation-là. C'est-à-dire que un peu dans la situation, c'est comme dans le souper, vous savez, le souper avec Talleyrand et Fouché, hein, c'était un super film. Et je trouve qu'il est un peu dans cette situation-là. C'est-à-dire que voilà, il y a autour de lui des gens qui ont beaucoup de pouvoir, beaucoup d'électeurs. Ils ont des grands groupes à l'Assemblée nationale, etc. Mais lui, il est capable de faire la liaison entre tout le monde. Et donc, voilà, il pourra faire des choses. Et à terme, eh ben, il apparaîtra comme le vainqueur finalement de la situation. Et à ce moment-là, je pense qu'il n'aura pas beaucoup de mal en fait à se présenter et probablement à être élu comme président de la République
Alors, soit en 2027 si ça va jusqu'en 2027, soit avant si ça s'arrête avant. Pour quelles raisons ça pourrait s'arrêter avant? Je pense que c'est des raisons économiques essentiellement, hein. C'est-à-dire que si on regarde en fait, il faut regarder le spread entre la France et l'Allemagne. Si on regarde le spread entre la France et l'Allemagne, hein, sur 5 ans, on voit que là, on est au maximum. Enfin, il y a eu le maximum lors de la dissolution, mais là, quand même, si on regarde sur les 3 derniers mois, par exemple, on voit qu'on est vraiment en haut du haut. Donc, même sur les 6 derniers mois, voilà, on est ici en haut du haut. Et finalement, c'est vraiment le 14 juin 2024, donc c'était un jour particulier, etc. On a atteint un pic. Mais là, on est en train de rester durablement, probablement, dans cette situation-là, hein. Donc ça peut durer quelque part pendant 3 ans, parce qu'à l'heure actuelle, on est encore dans une période d'incertitude. Il va falloir voter le budget. Apparemment, les discussions, tout ça, ça doit continuer jusqu'en janvier, donc il est probable que le gouvernement reste jusqu'en janvier. Il est évident de toute façon qu'un parti politique ou un homme politique qui forcerait la main à Barnier, actuellement au Premier ministre, et ça aurait comme conséquence directe, en fait, de faire monter à la hausse ici le spread entre la France et l'Allemagne. Et donc ça aurait comme conséquence à peu près très rapide, parce que là on est en octobre, hein, ça aurait comme conséquence assez rapide, en fait, de provoquer une hausse des taux d'intérêt pour la France. Et donc vous le comprenez bien, hein, depuis que vous suivez un peu ces vidéos, eh ben, la hausse des taux de crédit, donc moins de construction encore, moins d'investissement dans les entreprises, moins de trésorerie des entreprises, plus de faillites. Donc vous voyez le cercle vicieux du chômage, de la perte du pouvoir d'achat, de l'augmentation du déficit de l'État, hein, parce que c'est ça en fait aussi, hein, je veux dire, quelque part, l'augmentation importante du déficit de l'État, l'explosion du déficit, donc ça enverrait vraiment une catastrophe. Donc si vous voulez, je vois mal maintenant un parti politique qui voudrait avoir des chances d'être réélu, par exemple dans 8 mois ou dans 6 mois, dire on arrête l'expérience, maintenant ça suffit, motion de censure, on vote la motion de censure, et à ce moment-là, plus de gouvernement Barnier. Déjà, il faudrait qu'ils prennent en charge, en fait, le travail assez difficile de faire le budget. Et puis après, il va falloir supporter le fait d'avoir mis encore plus de volatilité sur les marchés financiers, et donc se prendre une crise grave. Et donc à ce moment-là, il faudrait que les électeurs puissent se dire: ah finalement, je suis très content que ça soit quelqu'un de mon parti qui soit donc à Matignon en l'occurrence. Mais bon, il a coulé quand même l'économie de la France juste pour pouvoir avoir la place. Pour moi, ça change pas grand-chose, mais je suis quand même très content qu'il l'ait pour lui. Je suis pas persuadé que les gens tiennent ce genre de raisonnement. Donc je pense que si jamais, à partir de maintenant, hein, je veux dire octobre 2024, hein, si jamais un parti politique, en tout cas de l'ensemble qui est formé de fait par la majorité et le RN, décider de voter une motion de censure, ça serait immédiatement sanctionné par les marchés, puis par des électeurs extrêmement mécontents d'avoir perdu beaucoup d'argent dans l'histoire, parce que les gens, à la limite, la politique, ils en ont un peu rien à faire. Je veux dire, ils l'ont montré clairement, ils le montrent clairement tout le temps. Par contre, dès l'instant où on va commencer à taper dans leur argent, là, ça va sans doute pas très bien se passer. Et donc, je suis persuadé que si jamais un parti politique prenait... il peut y avoir encore des réformes qui soient pas trop douloureuses en France, de manière pas trop visible et pas trop douloureuse, comme ça peut être le cas en Grèce. Ça peut encore être le cas. La France, elle n'est pas encore dans le cas de la Grèce, contrairement à ce que je peux lire. Je veux dire, les chiffres le montrent. On a une dette de 3 000 milliards d'euros. Mais on a un patrimoine des Français de 12 000 milliards d'euros. On a un patrimoine de l'État de 4 000 milliards d'euros. Bon, certes, on a 3 000 milliards d'euros de retraite des fonctionnaires, qui est une dette qui n'est pas publique. Enfin, si, elle est publique, mais elle n'est pas exigible.
donc elle n'est pas comptée en fait là-dedans. Mais en gros, il suffirait, je fais le calcul rapidement cet après-midi, de 1500 milliards. En fait, on est, si vous voulez, vis-à-vis de l'étranger, il y a 1500 milliards de dettes qui sont détenues par des non-résidents. Donc il faudrait éventuellement à couvrir une partie de ça. Donc on est très loin d'être dans une situation à la grecque. Il faut quand même pas exagérer. Ceux qui vous racontent ça, c'est pour vous faire peur, c'est pour vous vendre de l'or ou des placements ou n'importe quoi, mais c'est juste pas vrai, quoi. Par contre, c'est vrai que si la situation devenait à s'envenimer, c'est-à-dire s'il y avait une instabilité politique qui conduise à une explosion de la dette française, comme c'est ce qui se passe là, hein, c'est ce qui se passe là. Les jeunes et inexpérimentés Mozart socialistes de la finance, c'est ce qu'ils ont réussi à faire, hein. C'est vraiment de leur faute. C'est vraiment de leur faute à eux. Je veux dire, en 2019, on était là. En 2024, on est là. Là, on était à peu près voilà, 25, 30, hein, on va dire ouais, 28 à peu près en moyenne, 28 points en moyenne de différence. Maintenant, on est arrivé à 75. Ça fait pratiquement le triple, hein. Ils ont quand même réussi à à bien mettre le boxon, hein, quand même, hein. Donc, moi, je suis pas persuadé que surtout les électeurs des macronistes, hein, et j'en vois énormément qui disent purée, j'avais voté Macron, mais jamais je pensais qu'on en arriverait là. J'en vois beaucoup. J'en vois beaucoup de gens qui sont comme ça. Et tous ces gens-là, en fait, ils commencent à trouver que Barnier, bah finalement, bon, ok, il est pas jeune, ok, il est pas énarque, ok, il est pas. Je vais rien dire. Mais il fait le job, hein, voilà. Mais il fait le travail et pour l'instant, bah, il essaye de réparer un peu les pots cassés des autres, hein. C'est un peu comme, voilà, vous arrivez, les enfants n'ont pas été sages, vous rentrez à la maison, ils ont cassé des trucs, bah ensuite il faut les réparer. Voilà, c'est un peu le même genre de situation en fait finalement. Bon, sauf que ça joue à coût de 1000 milliards d'euros. Mais bon, voilà, on en est quand même là, quoi. Qu'est-ce que je voudrais vous dire d'autre sur le sujet? Donc voilà, et si vous voulez, bon, c'est vrai que on a vu qu'aux États-Unis, parce que c'est quand même assez lié, ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, les politiques, ils peuvent pas non plus faire des miracles en France. C'est quand même très lié à la situation aux États-Unis. Et dernièrement, on s'aperçoit, j'ai fait une vidéo sur le sujet, hein, que bah, l'emploi, quelque part, remonte. Il y a de moins en moins de chômage, finalement, aux États-Unis, hein. Les derniers chiffres sont assez emblématiques. Il semble qu'il y ait des indicateurs aussi qui donnent le fait que on ne serait pas dans une récession dans les trimestres qui viennent finalement. Peut-être qu'on va passer à côté d'une récession rapide, on va dire. Donc finalement, peut-être qu'il n'y a pas de risque d'une grosse crise économique grave avec un peu de chance. Peut-être qu'on va y échapper en 2025. Donc voilà, tout ça, ça va permettre peut-être de remettre en place des meilleures choses dans l'économie. Et j'ose espérer que une fois que l'économie, voilà, et surtout que le respect, la dignité, la décence aurait pu être remise un peu dans le gouvernement en France, et c'est ce qu'il faut souhaiter, hein, je veux dire, clairement, enfin, je veux dire, c'est pas, il faut pas souhaiter l'inverse, hein, pas du tout. Eh bien, à ce moment-là, peut-être les choses peuvent voilà, commencer à aller mieux d'une manière générale. Mais encore une fois, je pense que c'est important de bien voir une chose, c'est que si jamais il y avait un parti politique qui s'avisait maintenant de foutre le boxon alors que la France est en train de se chercher des solutions économiques et financières quand même pour arriver quand même à solutionner les problèmes qui ont été mis en place depuis 2012, eh ben, je pense que là, ça se passerait assez mal pour les politiques qui ont voulu, par exemple, mettre une motion de censure sur le gouvernement Barnier.
ça soit maintenant, que ça soit au mois de janvier ou que ça soit avant les prochaines élections législatives qui pourront avoir lieu en 2025. Si d'aventure d'ailleurs ça se passait pas trop mal d'ici 2025, peut-être même à ce moment-là, Macron lui-même ne pourrait peut-être même plus se permettre en fait de faire une dissolution de l'Assemblée nationale. Parce que comment chasser quelqu'un, parce que ça reviendrait à chasser quelqu'un du pouvoir qui quand même a montré une certaine réussite. Donc ça me paraît extrêmement difficile. Il faut bien comprendre qu'à partir du moment où ce gouvernement ne réussirait pas, ça serait vraiment la porte ouverte au n'importe quoi. C'est-à-dire que il y aurait le choix soit entre les délires des jeunes inexpérimentés socialistes des Mozart de la finance qui ont déjà fait n'importe quoi pour en arriver là. Donc on peut imaginer qu'on continue dans le grand n'importe quoi. Et puis à ce moment-là, ils ont déjà mis en place les LBD pour pouvoir négocier finalement avec la société. Qu'est-ce qu'ils vont mettre en place? Et puis, pour ce qui concerne le NFP, enfin la gauche, je veux dire, les propositions tiennent déjà du délire. Donc je ne suis pas persuadé que les électeurs soient très heureux aux prochaines élections de voter pour des gens qui auraient mis dehors le gouvernement qu'on a en ce moment, quoi. Il est sans doute pas l'idéal, mais en tout cas, c'est sans doute pas ce qu'il y a de pire. Voilà, je vous remercie, bonne journée.